avec David, nous sommes très très heureux de vous retrouver après cette période estivale qui, je l'espère pour vous tous, a été vous avez pu vous reposer. Puis là, la rentrée redémarre comme chaque année sur des chapeaux de roue. Et on est heureux de vous accompagner avec les 34e ateliers virtuels. Alors, il s'est quand même passé pas mal de choses cet été et on va voir ce qu'il en est. Un point d'actualité concernant le Gers, qui est un point important, hein. On va pas revenir sur tout ce que l'on vous disait lors des ateliers précédents, mais aujourd'hui, les données Gers, qu'il s'agisse des données patients avec la base TIN, a été retenu par l'HAS pour l'analyse de la prise en charge et le suivi des patients traités en pathologie, pour des pathologies en médecine de ville. Donc, c'est une belle avancée pour le GERS. Et puis également les données de vente, puisque la HAS a également retenu la base Soggerly pour analyser les volumes de vente de médicaments et de DM dispensés en officine en France. Donc aujourd'hui, l'ensemble des autorités hein, qui sont intéressées par que ça soit les données patients autour de la bastine ou les données de vente, utilisent les données GER. C'est une reconnaissance de la qualité et du sérieux des données GERS et du travail effectué par toutes les équipes du GERS. Donc merci à eux de nous avoir choisis et on espère que pour vous également, c'est des données qui vous serviront dans vos discussions avec les autorités. David, à toi pour déjà un première sensation sur ce qui s'est passé à l'officine. Donc, ravi, hein, comme tu l'as évoqué. Alors, un marché sur ces 8 premiers mois de l'année qui est dynamique. On verra quand même et je te laisserai la primeur de certains sujets, Patrick, mais que mine de rien, derrière cette dynamique, ça cache plein de choses, ça cache plein d'éléments. On le verra avec les prix, on le verra avec les produits de contraste, on le verra avec les génériques, enfin plein de sujets avec l'inflation. Et c'est vrai que quand on voit 75% de la contribution à la croissance de ce marché est porté par le médicament, et puis ensuite on a le statut cosmétique et compléments alimentaires qui sont derrière en contributeurs à la croissance. Et ça montre cet équilibre entre santé, on le verra tout à l'heure avec les nouvelles émissions, mais fort contributeur à la croissance. Dans un prochain atelier, on verra l'impact sur la marge, mais c'est vrai que ça déstabilise cette croissance du chiffre d'affaires de la pharmacie, d'autant plus que quand on regarde ce qu'il en est en unité, eh ben, fort contributeur à la décroissance, c'est le médicament. Alors, en volume, l'officine repasse tout juste positif. Elle était négative en juillet. Elle est repassée à plus 0,4 sur ce début d'année, depuis le début d'année, mais en volume, le médicament est en recul par rapport à l'année dernière et pèse fortement sur la contribution à la décroissance. Les contributeurs à la croissance sont le statut cosmétique et statut complément alimentaire de manière forte. Alors, vous étiez nombreux à poser des questions sur l'impact des JO. Donc, on peut dire que Paris n'a pas remporté de médaille, au moins sur l'officine. Alors, on a mis trois éléments, la Dynamique France, Paris et deux quartiers que sont le Trocadéro et Élysée. Et vous le voyez, c'est la cérémonie d'ouverture a impacté fortement. Là, on est total officine en chiffre d'affaires. Ça a résisté légèrement sur ces quartiers-là pendant les Jeux Olympiques. Et Paris reste dans la même dynamique que la France. Donc, plus de touristes, plus de monde à Paris, pour autant un marché officine qui tousse. Et tout de suite après, contre-coup après les JO, entre les JO olympiques et les paralympiques, puisque vous regardez Paris-Davis, puisque reste négatif sur cette période-là. Donc, peut-être un trou d'air entre le tourisme plus les Parisiens qui étaient en vacances. Donc, c'est vrai que ça reste sur Paris un été difficile sur cette partie. On va continuer à le suivre pour voir après les répercussions. Par contre, en termes d'image, il n'y a aucun doute sur le fait probablement que ces Jeux olympiques ont rayonné à travers le monde.
pour cela, Patrick, des choses sur médicaments? Alors oui, merci David. Donc le médicament, ben, il est dans la continuité de ce qu'on avait pu voir lors des ateliers précédents, puisque le médicament remboursable sur la période de janvier à juillet est en croissance de 7% et une croissance supérieure à celle qu'on avait enregistrée les années précédentes. Donc un marché du remboursable qui est toujours aussi dynamique. Alors, quand on regarde ensuite le, le point sur les produits de contraste, ben là, il y a un point qui est à souligner. On vous l'avait dit lors des ateliers précédents. Depuis le mois d'avril 2024, les produits de contraste, du moins une partie des produits de contraste, ne sont plus remboursés par l'assurance maladie. C'était dans la loi de finances 2024. Ça avait été déjà annoncé dans la loi de finances 2023, mais pas appliqué. Ça a été remis dans la loi de finances 2024 dans l'article 59. En fait, ça autorise la facturation de suppléments facturables pour certains actes médicaux. C'est-à-dire qu'en clair, les radiologues peuvent facturer dans leurs actes médicaux les produits de contraste. Mais du coup, ben, ces produits ne sont plus pris en charge au titre de la liste des spécialités remboursables. Aux assurés sociaux, ils ne sont plus délivrés sur prescription médicale par les officines. Or, c'est pas vrai sur l'intégralité des produits de contraste, hein. Il y a ceux dont le volume est inférieur à 50 ml qui sont toujours remboursés. Et on verra que ça peut avoir un impact sur certaines gammes de produits, notamment sur l'IRM. Mais là, vous voyez, mois par mois, la chute vraiment du chiffre d'affaires de ces produits de contraste, hein. Là, c'est ceux qui sont concernés. Vous voyez que sur le cumul fixe de 2023, on était à 145 millions. On est à 50 millions sur le même cumul fixe janvier-juillet, où on passe à 50 millions. Donc une baisse de moins 65%. Slide suivante. Quand on regarde maintenant le top 10 des laboratoires remboursables, ben là, on voit que dans ce top 10, tous les 9 laboratoires sur 10 ont une évolution positive. Le seul qui a une évolution négative, il s'agit de Bayer, et Bayer est en décroissance essentiellement suite à la sortie des génériques de Xarelto. Pour les autres laboratoires, Novartis, bon, premier laboratoire en part de marché, a une évolution positive, mais légèrement inférieure à celle du marché. On voit ensuite ben, que les très gros, Viatris, Pfizer, Biogarant, AstraZeneca, BMS Roche ont des évolutions très forte. Alors, pour beaucoup d'entre eux, c'est lié soit à des nouveaux produits, soit à des sorties de réserve hospitalière. Ensuite, on a des produits comme des labos comme Janssen et Sanofi, qui eux ont une croissance importante, mais inférieure à celle du marché. En ce qui concerne AstraZeneca, sa croissance est liée surtout à Calcans, hein, je vous avais dit, c'est une sortie de réserve hospitalière. Et pour Roche, on a une croissance qui est due à Hemlibra, qui est également une sortie de réserve hospitalière, et également à Vabysmo, qui lui est un nouveau produit. Slide suivante. Quand on regarde le top 10 des produits en officine, on retrouve dans ce top 10 des produits qui sont maintenant connus et qui poursuivent leur progression, hein. Parmi eux, la moitié appartiennent à la classe des antinéoplasiques et agents immunomodulants. Bien sûr, Vyndaqel de chez Pfizer qui réalise une progression de 37%.
Après, on a Eliquis qui continue encore, Eliquis de chez BMS. Ensuite, on a Elea et Captrio qui suivent ce classement malgré une décroissance. En cinquième position, vous avez Xtandi qui lui continue sa progression sur 2024. Sixième place du Pixent qui bénéficie lui d'extension d'indication pour avoir une évolution de quand même 36%. Johnson a ensuite les deux produits suivants, un en décroissance, le Stellara, qui est en croissance, pardon, le Stellara, et l'autre qui est en décroissance, qui est Imbruvica. Et enfin, Tagrisso et Mlibra, avec des croissances de 14 et 8 et presque 9%, ferment la marge de ce top 10 des produits. Slide suivante. Quand on regarde le top 5 des classes en croissance et en décroissance, déjà, première remarque, ben les 5 classes en décroissance ne compensent pas, ou alors sont très très largement compensées par le top 5 des classes en croissance. Quand on regarde ces classes en croissance, la N07X, 36% de croissance, 553 millions avec Vyndaqel, Amvuttra et Evrysdi. La L04, les inhibiteurs de l'interleukine avec Dupixent, Celara, Skyrizi. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, 9% de croissance, 110 millions avec Forxiga, Jardiance, et Xigduo, qui est un produit récent. Les antidiabétiques pour la 10P, donc pour ces produits-là. Et enfin, les derniers produits, les antagonistes de l'hormone cytostatique avec Erleda, Xtandi et Nubeqa. Donc, toutes ces classes contribuent très très largement à la croissance. Les classes en décroissance, hein, vous les avez. C'est essentiellement lié à des déremboursements des produits de contraste pour la T01A, la T01E, des déremboursements pour les produits de contraste également. C'est des produits maintenant qui sont achetés par les radiologues. C'est pour les volumes un peu plus importants. Pour les autres classes, la 10 N, ce sont des produits qui sont trois produits génériqués. En ce qui concerne la 07B, ce sont des produits qui ont eu des baisses de prix en mars 2024. Et enfin, pour la B01E, là, il s'agit de produits génériqués en février 2024. C'était Pradaxa. Donc voilà pour la croissance de ces produits. Quand on regarde maintenant l'évolution des médicaments par tranche de prix, l'évolution des remboursements, pas des médicaments, pardon, par tranche de prix sur les médicaments de prescription médicale obligatoire. La PMO remboursable, elle est en croissance par rapport à l'année dernière en chiffre d'affaires, hein, environ 7%. Et dans une moindre mesure aussi en unité, plus 2%. On peut voir sur cette analyse que sur chaque tranche de prix, le CEA augmente plus vite que les unités. Et les produits dont les prix se situent entre 150 euros et 1930 euros, donc les classes où les prix sont élevés, cette tranche est celle qui concentre le plus d'unités vendues avec plus de 56% des unités de la PMO remboursable. Et plus d'un tiers des produits, en revanche, en dessous d'1,91 € ont aussi des nombres d'unités, bien sûr, importants. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que
on va avoir dans la classe des produits supérieurs à 1 930 euros, bon, on a une classe qui est en baisse de 10,3%. Et on a eu, bien entendu, ce qui est logique, de nombreuses baisses de prix ces derniers mois. Et ça a entraîné mécaniquement, en fait, une augmentation du nombre de produits dans la tranche qui était, elle, entre 150 et 1930 euros, puisque la tranche supérieure a eu ses baisses de prix. Donc, c'est ce qui explique ces chiffres. Donc, une tranche de médicaments entre 150 euros et 1930 euros qui est à la fois très dynamique en unité et en chiffre d'affaires. Slide suivante. Alors, les génériques et les biosimilaires. Au niveau du taux de pénétration des génériques, bon, on voit d'abord. Si on regarde dans le détail, on voit qu'en avril 2023, on a vu un taux de pénétration qui baissait parce qu'il y avait eu l'arrivée des premiers génériques de Janumet et Velmessia. Ensuite, ce taux de pénétration des génériques s'est stabilisé un peu en dessous de 84% en milieu d'année et il a baissé sur les derniers mois de 2023 aux alentours de 83,4% en décembre. Là, c'était dû à la suspension des génériques de Tecfidera et à la tombée dans le domaine public de l'Aroxyl. En revanche, depuis le début d'année, malgré une légère baisse en avril à 85,2 avec l'arrivée des génériques de Xarelto, le taux de pénétration des génériques est reparti à la hausse. Et là, on a 85,5% en juin, 85,7% en juillet, à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis octobre 2022. Donc, ce qui est un taux de pénétration quand même très, très fort. Quand on regarde les molécules génériques, et alors bon, ces slides sont assez, je vais simplement vous donner les points importants, hein. La molécule qui est qui a le taux de pénétration des génériques le plus élevé, c'est Janumet à 85%. Ensuite, vous avez Cufens à 84%, Xarelto à 82%, pourtant euh, qui est génériqué depuis peu de temps. Ensuite, Aubagio, 66%, Vogalen, 64%, Pradaxa, 47%, Mini Rinmelt, 35%, Oroken, 30%, Laroxyl, 24%, et Tagretin à 4%, qui lui a rechuté en termes de taux de pénétration sur le dernier mois. Alors, la slide suivante vous montre le taux de pénétration, cette fois-ci, des biosimilaires. Il a augmenté ce taux de pénétration en moyenne de 3 points par an hein, depuis entre 2021 et 2023. En 2024, ce taux de pénétration des biosimilaires, il est passé à 33,8% en moyenne, avec une croissance constante sur les 7 premiers mois. Et on a atteint en juillet 2024 34,1%. Donc, le premier biosimilaire de Roatemra, lui, a été commercialisé en février et on en verra l'impact dans les prochains mois. Mais cette croissance du taux de pénétration des biosimilaires est assez linéaire. Quand on regarde le taux de pénétration par molécule, on peut distinguer en gros trois groupes de molécules. Le premier groupe, c'est les molécules à très fort taux de substitution, hein. C'est le cas du filgrastim, du pegfilgrastim et de l'époétine. Ensuite, on a un deuxième groupe dont les taux sont compris, allez, on va dire entre 65% et 50%. Et là, on retrouve la folitropine, le tériparatide,
l'étanercept, l'adalimumab et la somatotropine, ainsi que l'insuline glargine. Et enfin, vous avez un troisième groupe de biosimilaires dont là, les taux de pénétration sont restés très bas puisqu'ils sont tous inférieurs à 20%. Et on a en particulier le cas des biosimilaires de Lucentis, hein, qui sont à un niveau aux environs de 5%. Donc voilà pour les biosimilaires. Alors, voyons ce qui s'est passé au niveau des baisses de prix pour le début de l'année 2024. Comme je vous l'avais dit lors des précédents ateliers, là, il s'agit des baisses de prix avec tous les changements de prix qui sont connus au 25 août 2024. Donc, à fin juillet 2024, en ville, nous avons enregistré, c'est les schémas de droite. En juillet 2024, on a atteint déjà 480 millions de baisses de prix et devrait arriver encore, et elles sont déjà programmées, 344 millions de baisses de prix, soit 824 millions de baisses de prix pour la ville. Vous voyez qu'on est très largement supérieur au même chiffre de 2023, c'est la slide de gauche. On était sur l'année 2023 en prévision à fin juillet à 532 millions d'euros. Donc, ce qui représente une très forte augmentation. Même situation à l'hôpital, 298 millions de baisse de prix enregistrées à fin juillet, 206 supplémentaires programmés sur les 5 derniers mois de l'année, donc ce qui fait arriver à plus de 500 millions de baisse de prix à l'hôpital. Alors on est en prix tarif à l'hôpital, hein, bien sûr, et on n'était qu'à 303 millions l'an dernier. Ce qui veut dire que tout produit confondu, ville et hôpital, on est en prévision à 1,328 milliard, oui, 1,328 millions de baisse de 1 milliard, pardon, 328 millions de baisse de prix contre 835 millions l'an dernier. Donc, on est en prix brut. Alors, l'objectif de baisse de prix de la loi de finances qui est à 850 millions en prix net, bien sûr, quand on passe du prix brut au prix net, il y a une baisse. Mais même si cette baisse est de l'ordre de 15%, vous enlevez 200 millions, même 250 millions, vous voyez qu'on sera très, très largement au-dessus de l'objectif de la loi de finances 2024. Et ça, c'est sans compter sur des baisses de prix qui ne sont pas encore annoncées et qui pourraient arriver sur la fin de l'année. Alors, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est un peu la saisonnalité de ces baisses de prix en 2023 et en 2024. Vous voyez qu'en 2023, les baisses de prix avaient été très importantes en tout début d'année, notamment en ville. On avait eu plus de 320 baisses de prix sur les 2 premiers mois. Et ensuite, régulièrement, on était entre 10 et 30 baisses de prix par mois, soit au total sur l'année 488 baisses de prix. Vous voyez que pour 2024, nous avons explosé laissez-moi cette expression un peu triviale, mais on a explosé les compteurs puisque on est sur les 2 premiers mois à 540 baisses de prix contre 320 l'an dernier. On voit que sur les 8 premiers mois, on est à 905 baisses de prix contre 414 l'an dernier. Et ça, c'est sans compter sur les baisses de prix qui ne sont pas encore annoncées et qui auront vraisemblablement lieu en octobre, novembre, décembre. Même raisonnement pour l'hôpital. Vous voyez qu'il y avait eu 109 baisses de prix au total en 2023, dont la majorité sur le premier trimestre 2023. Et là, on voit qu'à fin août, nous sommes déjà à 142 baisses de prix. Donc, ce qui veut dire que nous sommes très, très largement au-dessus de ce qui avait été fait l'an dernier, sans compter les baisses de prix qui ne sont pas encore annoncées et qui auront lieu d'ici la fin de l'année.
Donc, une année avec de nombreuses baisses de prix, avec une concentration qui a été forte sur le début d'année, mais qui se poursuit à un rythme soutenu sur les 8 premiers mois de l'année. Alors, quand on regarde maintenant l'impact des baisses de prix en ville par tranche de PFHT. Alors, ce tableau, il représente le nombre de spécialités officinales touchées par des baisses de prix ainsi que leur impact annuel en fonction de la tranche de PFHT du médicament avec bon, les informations qui sont connues à date. Les produits à moins de 5 euros sont les plus touchés en volume. Il y a 310 présentations. Leur contribution aux économies globales, en revanche, approche les 20 millions, ce qui représente simplement 2,5 du total des économies. Pour les laboratoires concernés, c'est souvent des labos qui ont beaucoup de produits à faible prix, à faible PFHT. Donc, pour eux, l'impact est important. Au niveau global, bien entendu, cet impact est moins important. Dans cette segmentation, on voit que ce sont les produits chers qui sont massivement impactés. Les médicaments onéreux de plus de 500 euros sont les premiers contributeurs aux économies via ce levier de la régulation conventionnelle, avec un impact annuel qui est estimé à 525 millions d'euros de baisse de prix. Soit au-delà ça représente plus de 65% des baisses de prix sur les 284 spécialités concernées. Les produits de 100 à 500 euros sont les deuxièmes contributeurs aux baisses de prix avec un impact de 124 millions, ce qui représente 15% du total des baisses de prix. Et ça, c'est réparti sur 276 spécialités. Donc, on voit que économiquement, les produits chers, bien sûr, contribuent très très largement euh, aux baisses de prix, mais que en volume, les baisses concernant les petits produits sont importantes en unité et surtout concernent des laboratoires qui ont un portefeuille de produits souvent à bas prix, donc pour eux, l'impact est important. Slide suivante, David. On va terminer ce point sur les médicaments remboursables avec les ruptures. Et cette courbe, alors il faut la lire, vous voyez la première partie jusqu'aux deux traits orange qui représentent l'année 2020, juste avant le Covid, et on voit la poussée au moment du Covid, hein, vous connaissiez ces chiffres, hein, près de 2000 spécialités en rupture. Ensuite, on a eu une baisse sur la fin de l'année 2020. Ça s'est maintenu à peu près à un niveau aux alentours de 1000 spécialités qui étaient en rupture chaque semaine. Et puis depuis mi-2023 jusqu'à mi-2024, donc depuis un an, on assiste à une augmentation du nombre de spécialités en rupture avec un pic qui avait été atteint en semaine 34 de 2024 avec près de 1500 spécialités en rupture. Donc une situation à surveiller et qui a tendance à augmenter depuis plusieurs semaines. David, c'est à toi avec la situation concernant l'officine et tous les autres produits que le remboursable. Parce que c'est sûr qu'avec les baisses de prix que tu as évoquées, il va falloir compenser la baisse du chiffre d'affaires et surtout l'impact que ça va avoir dans le suivi au quotidien pour le réseau officinal, puisque un patient qui aurait un médicament cher et qui aurait une baisse de prix significative, ça impacte directement la lecture même de ces chiffres. Et donc, du coup, on va voir ce que ça donne sur le conseil avec un point sur l'automédication. Automédication, donc, médicaments de prescription médicale facultative délivrés sur le conseil du pharmacien. Donc, on voit un mois d'août positif à plus 3,
une dynamique sur ce début d'année, plus 4 qui contrebalance ces 12 derniers mois avec un effet volume, lui, par contre, qui est beaucoup moins en évolution, puisqu'on voit au mois d'août moins 0,2. Donc là, l'enjeu, effectivement, ça va être sur ces derniers mois la stabilisation de cette dynamique sur le médicament de prescription médicale facultative. Alors, quand on regarde sur ces 8 premiers mois, la dynamique des 10 premiers laboratoires en automédication, donc des parcours différents, on a Opella, donc la branche de Sanofi sur la santé familiale en croissance de 6,8. Donc, j'ai envie de dire, l'été a été propice, on va le voir sur certaines pathologies, comme pour Kenvue, pour Rekit, aussi de manière forte. La Cooper, la Pierre Fabre, Viatris et Procter et Gamble. Donc, c'est vrai que dans le top 10 des marques, dynamique Doliprane. Doliprane TAPS, lui, par contre, est en recul de 7,9%. On a Daflon qui reste stable. C'est vrai que pour autant, on peut regarder Nicorette en croissance. On a Fervex, Dupsa et Donormil qui est en croissance sur ces 8 premiers mois de l'année. Et en termes de dynamique, douleur et fièvre, le mal de gorge repasse positif. On a également brûlure d'estomac qui est en forte croissance, qui va être intéressant sur brûlure d'estomac, c'est notamment avec la signature de la nouvelle convention et le rôle du médecin généraliste dans la baisse des prescriptions d'IPP. On va voir comment ça se répercute ou pas dans l'accompagnement et le conseil du pharmacien. Seule promesse et indication en recul, douleur articulaire qui recule fortement et les jambes lourdes qui malgré tout restent négatifs. L'été a été tantôt chaud, tantôt moins chaud. Et c'est vrai que ça n'a pas facilité. Regardez l'atout qui a fait une belle saison. Pareil sur les contributeurs à la croissance, donc tout ce qui est RGO, l'atout, douleur et fièvre, mal de gorge et constipation. Tonus vitalité, premier contributeur à la décroissance, a tempéré tout de même puisque on a des évolutions de médicaments de prescription médicale facultative, donc ce qu'on appellerait OTC, vers un statut complément alimentaire, donc ce qui impacte la baisse du segment, ce qui montre aussi de plus en plus qu'il va falloir analyser en termes de catégorie, en termes de segment, et plus uniquement en termes de statut de produit. Alors, quand on regarde, plus 5% de contribution, de dynamique sur ce marché-là, avec une inflation autour de 3%, des laboratoires qui reprennent des couleurs. Alors, un petit peu de changement dans le top 5 des laboratoires, puisque Opella et la Cooper restent les deux premiers, suivis de Procter qui grignote la troisième place à Boiron et qui finit le quintet, c'est Pierre Fabre. Donc, malgré tout, des laboratoires dynamiques, puisque NHCO rentre dans le top 25 avec une forte contribution à la croissance. On a Nutergia aussi qui gagne 2 places. On a Pilège qui gagne une place. Donc, on voit que ça rebat les cartes sur ce marché-là et sur ces segments-là. Là aussi, quand on regarde vraiment tout statut confondu, on a effectivement des promesses qui s'intercalent, comme le sommeil, comme le tonus vitalité, comme la déshydratation. Et vous le voyez, hein, le pendant qu'on avait tout à l'heure, tonus vitalité en recul sur le segment de l'automédication porté par le médicament. Pour autant, quand on regarde le statut tonus et vitalité, c'est troisième contributeur à la croissance. Donc pour l'ancien temps qui analyse par taux de TVA, on va dire le 10% en recul et pour autant le 5,5 en croissance. Mais c'est un choix d'arbitrage en termes de statut. Mais c'est vrai que l'arrivée de la déshydratation, poussée quand même par Hydratis, est fort contributeur à la croissance, puisque sur toute la santé familiale, il est cinquième contribution à la croissance. Et puis, sur les décroissances, on a l'homéopathie qui continue à avoir des difficultés. Et puis, mon segment de prédilection, même s'il faudrait que je remette un petit peu, c'est la minceur qui est deuxième contributeur à la croissance. En termes de laboratoire contributeur à la croissance, Reckitt, Opella, Procter, donc sur des statuts mixtes, on l'a vu, aussi bien automédication que complément alimentaire,
plutôt porté quand même par le médicament pour Rekit et Opella, Procter mixte entre les deux. Et puis ensuite, vous voyez Hydratis et Pilège qui termine le quintet des contributions à la croissance et forte percée. Puis ensuite, vous allez avoir Enashco, UPSA, Nutargia, Boca et la Cooper pour le top 10, qui montre à la fois des pure players de compléments alimentaires, également des laboratoires qui modifient leur stratégie en diversifiant les statuts comme UPSA. Et puis l'extraterrestre qui est Hydratis dans le top 5 des contributeurs à la croissance. Alors, quelques loops pour rien louper, vraiment, j'étais en forme. Sur les compléments alimentaires, euh, vraiment le point important pour nous, certes, le marché de la pharmacie pèse 93% et 7% pour les paras d'enseigne, Leclerc, Système U, Carrefour, Auchan, etc. Pour autant, quand vous regardez l'évolution, elle est identique que ce soit en pharma et en para, ce qui montre le besoin de diversifier, puisque cette dynamique, elle était vraiment beaucoup plus forte l'année dernière. Donc, ce besoin d'apporter de l'accompagnement, ça c'est le premier point. Deuxième point, anti-moustique, un été qui a été douloureux, puisque vous le voyez, hein, la courbe, elle s'est réveillée sur le moustique que sur les dernières semaines de août. Donc, c'est vrai qu'une saison pour l'instant en décroissance par rapport à l'année dernière. Sur le segment de la beauté, tel que suivi aussi avec le réseau officinal, une croissance à près de 9% avec des sous-univers. La dermocosmétique contribue, premier contributeur à la croissance, deux tiers depuis le début de l'année. Le solaire, malgré tout, on va faire un petit focus sur le solaire juste après. Deuxième contributeur à la croissance et le troisième contributeur à la croissance, c'est le capillaire avec 14% de la contribution à la croissance, sachant qu'on a malgré tout une inflation payée par le consommateur de 3%. Ça veut dire qu'un tiers de cette dynamique de la beauté est portée par soit les nouveautés, soit le fait de les hausses de prix. Donc 3 points par rapport à l'année dernière. Sur cette partie-là aussi, quand on regarde la dynamique pharma et para, la para d'enseigne pèse quand même 20% du marché, mais avec une dynamique similaire à celle de la pharmacie. Et donc voilà, euh, l'enjeu va être sur qu'est-ce que va apporter l'un ou l'autre des réseaux pour être le plus performant demain dans l'accompagnement du patient et du consommateur dans les produits de santé. Alors le solaire, hein, vous voyez, hein, c'est un marché très tendu, très complexe, très volatile. Hein. Mois de juin catastrophique. Hein. On préparait les JO, moi qui suis un grand sportif, préparer les JO, moins 27%. Là, on a l'industrie, le réseau officinal qui transpire parce qu'il n'y a pas de chaleur. Allez, courant mois de juillet, c'est revenu, donc forte dynamique. Et également sur août, alors ça dépend des régions, hein, puisque du coup, il y a des régions qui étaient moins gâtées. Mais c'est vrai que voilà, on va voir si l'arrière-saison va être bonne, sachant que si on considère que l'arrière-saison a commencé en septembre, moi qui étais dans l'ouest de la France ce week-end, je peux vous dire qu'il fait un peu de soleil, mais il pleut aussi beaucoup. Et ce matin sur Paris, il n'y a pas à dire, il pleut aussi. Donc on va voir ce que ça donne. En termes de galénique sur le solaire, les sticks, le lait et les eaux et brumes pour le podium des contributeurs à la croissance. Donc forte percée du stick cette année, on l'avait déjà vu l'année dernière. Donc, et également les eaux de brume qui sont contributeurs à la croissance. Donc ce choix de galénique qu'on évoquait de plus en plus sur une protection solaire qui va mixer à la fois l'efficacité, mais également la simplicité d'utilisation et le confort pour chacun dans son usage. Contributeur à la croissance, beaucoup de marques de dermocosmétiques, de Dermo, SVR, Aven et La Roche-Posay, suivi de La Rosée et Caudalie. Donc c'est vrai que on a ces marques-là qui sont les forts contributeurs au solaire sur ce début d'année et notamment sur cet été, donc de juin à fin août. Capillaire, puisque c'est le sujet, moi c'est la minceur, Patrick c'est le capillaire pour voir un peu qu'est-ce qu'il va utiliser en termes de nouveaux shampoings.
Marché dynamique, hein, plus 20% sur cet été. On voit quasiment le miroir de l'année passée. Contributeur à la croissance, à la fois des marques historiques fortement implantées en pharmacie, je pense à Chlorane et Ducré, et puis trois marques plus récentes, avec deux qui sont très très récentes. Donc sont La Rosée, Les Secrets de Loli, et le cinquième contributeur à la croissance qui est Luxéol. Donc vous voyez un mix entre des marques très historiques de la pharmacie et des marques avec des stratégies diverses et variées. Donc La Rosée qui fait un lancement dans le capillaire, Les Secrets de Loli et Luxéol qui est très présent aussi sur le réseau. Et un petit peu parce que souvent on nous reproche de ne pas parler du vétérinaire. Alors là aussi, un été plutôt encourageant, plus 15% par rapport à un début d'année sur plus 13%. Et quand on regarde les dynamiques, on va être beaucoup plus sur les parasitoses en forte dynamique, plus 19% sur ce marché des animaux. Et pour terminer sur l'hôpital, Patrick, t'es en mute, Patrick, mais le volume. Excusez-moi. J'avais déjà commencé, j'étais lancé. Donc, on a un marché qui est toujours aussi dynamique à l'hôpital, hein, et ce depuis quand même pas mal de temps. En juillet 2024, la croissance est de 19,2%. Alors, il y a un effet jour ouvré qui est important, hein, puisqu'on avait 2,5 jours ouvrés de plus. Mais on a quand même une croissance en cumul fixe de 8,6% et toujours 8,2% en cumul mobile. Donc, un marché vraiment très dynamique. Alors, quand on regarde les classes en croissance et en décroissance, mais bien sûr, on voit que les classes contributrices à la décroissance ne compensent pas celles qui sont contributrices à la croissance, puisque moins 92 millions d'un côté, plus 654 millions de l'autre. Donc, vous voyez tout de suite la balance. Dans les classes en croissance, ben, on a toujours les antinéoplasiques anticorps monoclonaux qui sont en très forte progression, plus 454 millions, donc 14% de croissance. Là, on trouve Keytruda, Darzalex, Enertu. Alors, pour Enertu, c'est un produit qui a été inscrit sur la liste en sus en début d'année et il était anciennement en accès précoce. Ensuite, vous avez les antinéoplasiques, la L01X qui progresse de 28%, là avec Abecma, Tipsovo qui était en accès qui était précoce. Ensuite, vous avez les produits de la fibrose cystique, plus 365% avec Kaftrio et Calideco. Et là, avec un élargissement pour l'accès pour les enfants de 2 à 5 ans depuis septembre 2023, ce qui explique cette progression. Alors, paradoxalement, vous allez retrouver dans cette contribution pour les produits à la croissance les produits pour l'IRM. Et là, on trouve Clariscan, Dotarem, Gadovis. Donc, c'est des produits alors qui sont à faible volume, donc moins de 50 millilitres. Vous savez qu'ils n'étaient pas concernés par les mesures et c'est des produits donc qui sont à l'hôpital. Du coup, il y a un déplacement vers ces produits et aussi vers les examens sûrement d'IRM quand cela est possible par rapport aux autres produits de contraste, par rapport à des scanners éventuellement. Enfin, dernière classe en croissance, les immunoglobulines, avec notamment Phlebogamma et Gamunex. Donc ça, c'est pour les produits en croissance. Pour les produits en décroissance, bon, on retrouve classiquement les antinéoplasiques lidomide, les produits de coagulation sanguine, les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, avec des sorties de réserve hospitalière pour ces deux classes. Les solutions pour dialyse péritonéale
et également les anti-TNF qui, eux, ont eu des baisses de prix. Voyons maintenant le top 10 des produits hospitaliers. Alors, dans ce top 10, on retrouve trois produits de la L01G, Keytruda, Darzalex, Opdivo, Infinzi, j'ai toujours du mal à le prononcer, Infinzi et Tecentriq. Donc, 5 produits de cette L01G dans ce top 10. Et puis également dans ce top 10 des produits, on en a quand même 6 sur 10 qui sont en croissance et 4 donc en décroissance, en légère décroissance sur le cumul fixe à fin juillet. En ce qui concerne maintenant, on a souhaité faire un point sur les médicaments en accès dérogatoire. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a, après 2 années en très forte croissance, on a un chiffre d'affaires des médicaments en accès dérogatoire qui enregistre une évolution négative de 6,4%. En fait, c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'équilibre entre les nouveaux produits en accès dérogatoire et ceux passés dans le circuit traditionnel. D'où cette décélération et cette décroissance observée sur les derniers mois sur les premiers mois de 2024, dernier mois de 2023 et premier de 2024. Donc voilà pour cette situation sur l'hôpital. Un dernier mot, et pour conclure ces ateliers, vous savez que le GERS a développé pour le LEM un outil de suivi pour la déclaration du CANET. Et nous vous invitons à sensibiliser vos équipes qui sont responsables de ces déclarations, que la campagne va démarrer le 16 septembre et que le site internet sera ouvert jusqu'au 2 octobre. Donc l'objectif, ça permet aux laboratoires de disposer d'éléments factuels au plus tôt pour leur estimation de la clause de sauvegarde. Donc, première étape, il y a signature des nouvelles conditions générales d'utilisation pour la réactivation des comptes utilisateurs. Euh, Étape numéro 2, c'est la saisie de la déclaration. Il y a 8 chiffres à rentrer par laboratoire sur 3 périodes. Donc pour 2022, c'est le CA-net ACOS. Pour 2023, c'est le CA-net ACOS ou son estimé. Et pour 2024, l'estimation du CA brut régulé, les reprises mini et les reprises max. À la fois aussi pour les génériques et apparentés et aussi pour les autres médicaments. Et l'étape 3, ce sera la restitution des données consolidées avec les commentaires du LEM si les seuils de participation sont atteints début octobre. Donc, on vous invite vraiment à sensibiliser vos équipes. C'est important, ça vous permet d'avoir des chiffres beaucoup plus précis pour estimer votre clause de sauvegarde pour la période considérée. Voilà pour cet atelier numéro 34. Nous vous remercions d'y avoir participé de façon aussi nombreuse. Vous êtes toujours aussi fidèles et assidus à ces ateliers. C'est toujours pour nous une belle surprise et surtout une belle récompense de tout le travail qui est effectué par toutes les équipes du GERS, que je tiens à remercier là. Parce que c'est elle qui, dans l'ombre, ben, nous prépare pour David et moi tous ces slides, et sans eux, on ne pourrait pas vous présenter tous ces chiffres et toutes ces analyses. Donc un grand merci, et merci aussi à Aurélie pour l'organisation et Stéphane pour l'organisation technique de ces ateliers. Et nous vous retrouverons ben, pour le prochain atelier 35 dans quelques semaines. Nous vous enverrons les invitations rapidement. En tout cas, merci à vous tous. Très bonne rentrée et bon courage pour les semaines à venir. Bonne journée.